Il y a une dame qui m'a donné ça pour son inscription. Donc, exceptionnellement, aujourd'hui, c'est à 17h30 qui permettre aux conférenciers de rentrer un petit peu plus tôt. Bon, là, vous retenez bien la prochaine date, c'est le vendredi 15 décembre. Et ce sera à partir aussi de 17h30. Il y aura l'assemblée, comme d'habitude, l'assemblée générale de la Société historique. Et à partir de 18h, il y aura une conférence de Nicolas Offenstadt, qui nous dressera un bilan du centenaire de 1917. Là, on est dans une petite période là, consacrée à la Première Guerre mondiale. Je vous rassure, si vous avez peur, en 2018, il y aura quand même un peu de changement. Et alors, donc, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marie Biscard et Jean-Paul Le Simple. Alors, Jean-Marie Biscard, vous le connaissez peut-être, il a enseigné pendant longtemps à l'université d'Amiens. Il a consacré sa thèse à la noblesse du département de la Somme au XIXe siècle, et il a consacré plusieurs ouvrages aux élites picardes, alors sur les notables du Premier Empire, et puis aussi un livre sur les patrons de Picardie sous le Second Empire. Et donc il continue encore à être très actif maintenant. Et monsieur Le Simple, vous le connaissez aussi sans doute, parce qu'il a joué jusqu'à récemment un rôle important dans la paroisse protestante de Lan et de Saint-Quentin. Et monsieur Le Simple est un ancien collègue, il était professeur de lettres classiques au lycée de Noyon. À la fin de sa carrière. Et bon, il a quitté le département de l'Aisne, maintenant il vit dans la région de Grenoble. Il a suivi sa femme qui est pasteur dans la région de Grenoble. Et il continue encore à être très actif, il fait des cours de grec biblique à l'Institut théologique protestant à Paris. Et donc tous les deux, ils se sont mis ensemble pour présenter, pour éditer le journal du pasteur Kaltenbach. Alors vous savez, nous-mêmes, à la Société historique de Picardie, on s'est beaucoup intéressé aux journaux écrits pendant la Première Guerre mondiale. Vous savez qu'il y a 2 ans, Guimard Rival a publié, sous l'égide de la Société historique de Picardie, un recueil de témoignages sur la vie dans l'Aisne occupée pendant la Première Guerre mondiale. Puis vous savez aussi qu'on s'intéresse à la Société historique, on s'intéresse beaucoup aux protestants de l'Aisne, puisqu'on a consacré, la Fédération a consacré un très important volume en 2010 aux protestants de l'Aisne. C'est sans doute le volume le plus épais de votre collection dans votre bibliothèque. Voilà, alors je leur laisse la parole. Merci beaucoup. Moi, je vais m'occuper d'ordinateur. Oui, donc on va se répartir la parole, c'est ce qu'on avait décidé. Je vais prendre la partie historique, une mise en perspective historique, et puis Jean-Paul fera l'aspect plus ecclésiastique. Je suis bien en face. Voilà. Je vais régler le micro. Oui, ça marche. Peut-être le rapprocher de toi, si vous pouviez le rapprocher un petit peu. Voilà. C'est plus facile comme ça. Oui, ça peut marcher. C'est bon là comme ça? D'accord. Bon, parce que je n'ai pas l'habitude de parler avec un micro, j'ai fait cours pendant plus de 20 ans en amphithéâtre sans micro, donc je ne suis jamais à l'aise avec un micro. Bon, là, Ça, je pense que ça va aller. Bon, comme ça. alors, d'abord, ça fait plaisir d'avoir une telle assistance. Quand on a des conférences à Amiens aux archives départementales, il y a beaucoup moins de monde. Donc, ça je voulais le dire. Deuxième chose, moi, je vous parle simplement. Moi, j'ai travaillé sur les documents historiques. Bon, à certains moments, c'est ce que je voulais dire en premier, on tombe sur véritablement, j'en ai eu quelques-unes, sur une pépite d'or. Ça ne nous rapporte pas un sou, mais historiquement, c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Alors, moi, quand j'ai eu entre les mains le journal du pasteur de Saint-Quentin, il y a 3 ans, je me suis dit, je n'ai pas le droit de ne pas publier ce document. Pas parce que c'était un journal de pasteur, mais à cause de l'authenticité, de la sincérité du document. Hein? Bon. Et ce qui se passe, c'est que quand on a une première lecture, bon, après on fait la lecture de l'historien, ça m'a ramené
à deux images. Bon, la première image, bon, c'est celle à 14 ans, quand je vois le film, que vous avez tous vu aussi comme moi, qu'on repasse régulièrement, La Grande Illusion. Hein, on voit les Français et les Allemands, des officiers français qui sont prisonniers dans une forteresse allemande, mais il y a le rapport aussi français-allemand, quelquefois, avec certains liens. Bon. Et puis, bon, deuxième exemple, bon, alors là, c'est pas la première guerre, c'est la deuxième guerre, c'est la deuxième occupation. Quand j'ai lu, quand j'avais 18 ans ou 20 ans, Le silence de la mer de Vercors, hein, qui était paru dans la clandestinité. Bon, et là aussi, il y a un rapport occupant-occupé. Bon, alors là, c'est un document tout à fait particulier. Bon, c'est le journal d'un pasteur, donc en Picardie. Alors, bon, d'abord, je vais essayer de le présenter, voir ensuite ce qu'il y a comme point commun avec les autres journaux, les autres papiers privés, si j'ose dire, qu'on a eu pour cette période. Bon, et puis, voir aussi peut-être un petit peu les silences. Alors, voici le pasteur Kaltenbach. Bon, alors, ce pasteur Kaltenbach, bon, à ce moment-là, il a une trentaine d'années. Bon, et bon, d'abord le présenter. Bon, il est d'origine parisienne, mais ce qui va être important pour comprendre ce journal, bon, c'est que Kaltenbach, bon, c'est un nom à consonance germanique. Bon, ses parents, sa famille est d'origine allemande, du Pays Bade, bon, donc de l'autre côté de l'Alsace, si je veux dire le côté du Rhin. Bon, et ce qui se passe, bon, c'est que la famille arrive en France en 1848, bon, mais lui va être français, bon, comme ses frères, comme ses sœurs, bon, et il ne va pas être mobilisé, ça je l'explique tout de suite, il n'est pas mobilisé pendant la guerre de 14 pour raison de santé. Il y a très peu d'hommes qui n'étaient pas mobilisés, donc il n'a pas été mobilisé pendant la guerre, mais en même temps, il a un patriotisme extrêmement fort. Bon, alors, donc, une famille qui appartient à la bourgeoisie protestante. Bon, c'est une famille de négociants. Bon, ils ont fait fortune dans le commerce, mais il y a eu aussi, bon, je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, ce qu'on appelle pudiquement des revers de fortune. Bon. Mais ce qui est intéressant à voir aussi, c'est qu'au niveau de ses frères, d'abord, ses frères ont eu une éducation qui n'était pas uniquement française. Ils ont fait des voyages à l'étranger. Bon, ses sœurs sont mariées aussi, ont eu des enseignantes qui étaient françaises, mais elles ont eu aussi des contacts avec l'étranger. Donc, il n'y a pas un regard qui est, si j'ose dire, uniquement franco-français. Bon, et il y a des mariages avec des familles de bourgeoisie britannique ou de bourgeoisie suisse, bien sûr, pour ce milieu du protestantisme. Bon, alors, il fait ses études, je vais sans rentrer dans les détails, bon, il fait ses études dans un lycée parisien, bon, et ensuite, il va partir. Bon, il a très tôt la volonté de devenir pasteur, bon, et il va faire plusieurs voyages. Bon, d'abord, il va faire pratiquement 1 an de formation à l'université d'Édimbourg, bon, et donc une université qui est très prestigieuse, et il parle couramment l'anglais. Bon, il va partir aussi aux États-Unis, à l'université d'Harvard. Bon, et ce qui est important à noter, c'est que donc il a une maîtrise parfaite de la langue anglaise. Bon, mais en même temps, il connaît parfaitement la langue allemande. Donc, et ça va lui servir évidemment pendant la guerre. Bon, il fait ses études de théologie à la faculté de théologie protestante de Montauban. Bon, et il va se retrouver en poste rapidement, bon, dès les années 1910, à Fives. Donc Fives-Lille. Fives, c'est un quartier extrêmement pauvre, un quartier ouvrier de Lille. Bon, et où il y avait une très grande firme industrielle qui s'appelle Fives-Lille-Caille, bon, qui travaillait pour la grande métallurgie, pour la fabrication de locomotives. Mais il y a une très grande misère. Bon, et là, il est en contact, il va être le bras droit, on va passer à la photo suivante si c'est possible. C'est le pasteur Nick. Voilà. Bon. Donc il va être en contact avec une personnalité irradiante, si j'ose dire. Bon, c'est un pasteur qui est
membre de ce qu'on appelle le christianisme social, c'est-à-dire qui véritablement fait de l'évangélisation dans le monde ouvrier. Et il va s'occuper auprès de ce pasteur qui est là, qui intervient constamment à la fois pour soulager la misère, mais aussi au niveau de la christianisation du milieu ouvrier. Il va s'occuper avec lui de la jeunesse, il va être en contact aussi avec les mouvements qu'on appelle les solidarités, non seulement en France, mais aussi en Angleterre. Donc il y a cet aspect. Bon, et en 18 mois seulement avant la guerre, bon, il devient pasteur à Saint-Quentin. En fait, il y a 2 postes pastoraux à Saint-Quentin. C'est une des 2 paroisses les plus importantes après Lille au niveau du protestantisme. Bon, alors, Saint-Quentin, c'est une ville ouvrière, enfin il y a une industrie importante, notamment l'industrie métallurgique, tout ce qui est agroalimentaire. Une ville ouvrière, bon, avec une partie d'ouvriers qui sont des ouvriers qualifiés, mais il y a en même temps une très grande précarité de ce monde ouvrier. Bon. Et ce qui se produit, c'est que juste en 1912, bon, Saint-Quentin, c'est véritablement ce qu'on appelait, on l'a appelé comme ça d'ailleurs pendant longtemps, une ville rouge. Bon, rouge, c'est-à-dire une ville où les socialistes, où le mouvement est ouvrier est organisé. Bon, et quand il arrive sur ce poste pastoral à Saint-Quentin, il est chargé de s'occuper essentiellement de la jeunesse. Donc, c'est parce qu'il était véritablement formé pour ça. Bon, donc, voilà un petit peu quel est le personnage. Bon, donc, un jeune pasteur, mais en même temps qui n'est pas, si je veux dire, uniquement franco-français. Bon, il connaît l'Angleterre, il connaît l'Allemagne parce qu'il y a fait plusieurs séjours, il connaît les États-Unis. C'est une situation un petit peu particulière. Bon, or, d'un seul coup, qu'est-ce qui va se produire? Bon, là, je vais évoquer rapidement pour la guerre, donc on passe à la carte, là, si c'est possible. Voilà, là, c'est le temple de Saint-Quentin avant sa destruction, donc en 1913. La 4, hein Ça, c'est le 5, ok, donc c'est... Oui. C'est la carte. Oui. Enfin... Voilà la carte. Bon, donc là, on voit une répartition des protestants sur l'ensemble du nord de la France. Bon, ce qu'il faut bien voir, c'est la rapidité extrême de ce début de la guerre. Bon, 3 août 1914, bon, déclaration de guerre. Le 4 août, l'Angleterre et l'Empire britannique interviennent aussi, puisque les Allemands ont envahi la Belgique. Bon, et dans les 15 jours qui suivent, c'est le premier grand choc. Bon, les Allemands bombardent Liège, bon, et puis 21-22 août, donc ça va vite. Bon, c'est la bataille de Charleroi. Là, c'est véritablement la première grande offensive. En 24 heures de temps, 20 000 morts. Bon, là, les soldats français, avec leurs pantalons rouges, leurs képis sur la tête, ils ont vu véritablement ce que c'était que la puissance de feu allemande. 20 000 morts, pour vous donner une idée, c'est ce que la France a perdu pendant les 8 années de la guerre d'Algérie, 1954-1962. 20 000 morts, c'est quelque chose d'énorme, et cette puissance allemande. Bon, et les Allemands avancent très vite, les Français se replient, la 5e armée française se replie face à la première, la 2e armée allemande, et puis il y a ce que les Allemands appelaient la misérable petite armée anglaise. Mais ça va très très vite. Les Allemands surgissent devant Saint-Quentin du plateau de la désolation, ce qu'on appelle le plateau de la désolation. Bon, et il y a des gens de Saint-Quentin qui ont, de la région du Vermandois, qui ont résumé, bon, en une phrase, mais qui résumaient tout. On les croyait à Vervins, ils étaient dans le jardin. On les croyait à Vervins, ils étaient dans le jardin. Et d'un seul coup, Saint-Quentin, comme toute une partie du Vermandois, se trouve complètement pris au piège. Bon, voilà quelle est la réalité. Bon, et donc, en fait, ce qui se produit, c'est que, donc on va revenir à la première affiche allemande. Bon, 28 août, les Allemands arrivent dans Saint-Quentin, dévient dans Saint-Quentin, et immédiatement, ils affichent
leurs ordres. Bon, et Saint-Quentin va être désormais une ville qui se trouve dans ce qu'on appelle, non pas la zone des combats, on a une trentaine de kilomètres de la zone des combats, mais la zone des étapes. Bon, la zone des étapes, peut-être que vous avez entendu parler dans notre conférence, ils sont entièrement sous occupation allemande. C'est l'autorité militaire allemande qui l'emporte. Bon, et là, il y a la volonté, ça n'a pas été tellement souligné, même par certains historiens, la volonté d'une occupation brutale de la part des Allemands. Une occupation extrêmement brutale de la deuxième armée allemande, et ça on le retrouve dans un autre ouvrage dont on aura peut-être l'occasion de reparler tout à l'heure. Bon, c'est le journal d'une protestante de Saint-Quentin qui s'appelle Louise Dumas-Trocmé. C'est sorti en même temps que le journal du pasteur Kaltenbach. Bon, et elle parle véritablement de cette brutalisation volontaire de la part des Allemands. Bon, donc il y a 2 millions, ça pendant très longtemps on n'en a pas parlé. Il y a 2 millions de Français sur 40 millions de Français, le bassin minier, l'île Roubaix-Tourcoing, la Picardie orientale, les Ardennes, 2 millions de Français qui sont sous occupation allemande. Bon, et j'ai pas honte de le dire, moi j'étais professeur avant d'enseigner en université, j'enseignais en collège, j'avais des classes de 3e, bon, j'expliquais la guerre de 14 à mes élèves de 3e. Bon, mais il n'y avait rien dans nos bouquins d'histoire. Et nous-mêmes, on ne pensait pas, ça paraît peut-être absurde, on pensait pas à ces Français qui avaient été sous occupation allemande. Bon, donc on vit véritablement à l'heure allemande. Pour vivre à l'heure allemande, bon, d'abord au sens propre, bon, c'est-à-dire que toutes les pendules des édifices publics, c'est à l'heure allemande, bon, mais aussi à l'heure allemande, bon, au sens figuré, c'est-à-dire aucun déplacement hors de la commune de résidence, bon, aucune réunion sauf les cultes et les obsèques, et encore les obsèques se font avec présence de soldats allemands, bon, couvre-feu à 20h, réquisition de toutes sortes, bon, et puis il y a la présence, bon, il en parle très peu, de ceux qu'on appelle, c'est la gendarmerie allemande en quelque sorte, les diables verts. Bon, ils sont donc complètement prisonniers dans leur propre patrie. Bon, et ce pasteur, bon, va se trouver, bon, ça on va en parler probablement tous les deux, bon, va se trouver sous le regard de la population de Saint-Quentin, bon, sous le regard de ses paroissiens, bon, et sous le regard de l'occupant. Alors, quel est l'intérêt de ce témoignage pastoral? Bon, alors, dans tous les métiers, on a un petit peu son jargon. Bon, pour les historiens, pour les littéraires, c'est ce qu'on appelle, je cite, un écrit du fort intérieur. Bon, un écrit du fort intérieur, c'est-à-dire tout simplement un document intime, bon, qui n'était pas destiné à la publication. Alors, ces documents, pendant longtemps, les historiens, enfin moi je me rappelle celle qui était mon directrice de thèse, qui était une grande historienne, quand on lui parlait de ce type de documents, bon, elle avait une moue dubitative. Hein. Pour elle, et pour beaucoup d'historiens, ces documents privés, c'était véritablement manié avec des pincettes. Bon. Mais ça donne aussi un autre regard. Alors, bien sûr, c'est des documents qui sont intéressants sur cette vie de l'occupation, mais des documents qui méritent aussi d'être décryptés. Bon, et ils ressurgissent seulement, bon là je pense que M. Hofstadter vous en parlera, ou on vous a peut-être déjà parlé, donc je passe rapidement là-dessus. Bon, ça ressurgit seulement, bon, depuis une quinzaine d'années, on en a au total à peu près une quarantaine de ces écrits de l'intime, du fort intérieur, et dont une vingtaine pour la région de Saint-Quentin et du Vermandois. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul témoignage d'un pasteur en zone occupée, pour l'ensemble des territoires qui ont été occupés. Bon, et c'est à croiser aussi avec le journal de Louise Dumas, dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui est une femme qui est veuve de 40 ans, son mari était pasteur, bon, et qui vient de ce qu'on appelle la bourgeoisie textile de Saint-Quentin. Bon, vous allez me dire, tenir un journal personnel. Ah oui.
un journal personnel, mais en période de guerre, pendant la Première Guerre mondiale, c'est un acte de résistance. C'est un acte de résistance, parce que si les Allemands tombent entre les mains de ces journaux personnels, ils risquent purement et simplement, au mieux, la prison, et dans un certain nombre de cas, on risque de les envoyer en Allemagne, faire passer quelques mois dans une forteresse allemande, avec la discipline des forteresses allemandes. Donc, à chaque fois, il tient son journal, pratiquement au jour le jour, ou tous les 2 ou 3 jours, ça dépend, mais à chaque fois, il est obligé de le cacher, parce qu'il se demande s'il ne va pas y avoir, comme tout le monde, s'il ne va pas y avoir une fouille. Pour la plupart de ces journaux personnels qui ont été publiés, qu'est-ce qu'on voit ? Le but, généralement, c'est de se rappeler et rappeler à leurs proches ce qu'ils ont vécu. C'est-à-dire de montrer aussi à leurs proches un autre rapport à l'ennemi. Il y a celui des Français qui sont face au champ de bataille, etc., les Français, mais là, c'est un autre rapport à l'ennemi, un rapport à l'occupant. Et puis, surtout, dans ces journaux personnels, ça se retrouve pratiquement toujours, la volonté de témoigner et de dénoncer l'attitude des Allemands. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans tous ces journaux ? Le choc de l'invasion, le vécu à l'heure allemande, et surtout, on insiste sur les problèmes de nourriture dès l'hiver 1914, sur les réquisitions matérielles, sur ce qu'on appelle le travail forcé, et puis sur la barbarie. Alors il y a des mots qui viennent souvent, le mot de Boche, le mot d'Alboche, l'odeur du Boche, ça revient dans beaucoup de documents. Or, lui n'emploie jamais, une seule fois, le mot de Boche, d'odeur du Boche, ni d'Alboche dans son document. Mais, alors, pourquoi est-ce qu'il écrit ce journal ? Il le dit, d'abord, c'est pas destiné du tout à la publication, c'est destiné uniquement, je pense qu'on va la voir là, son épouse, qu'il a épousé 2 ans avant. Alors là, ici, c'est les troupes allemandes défilant dans Saint-Quentin. Voilà, c'est son épouse, Madeleine. Mais il est séparé de son épouse, séparé par les circonstances. Son épouse était en Suisse à ce moment-là, elle n'a pas pu revenir en France, donc il n'a plus de contact du tout avec elle, puisqu'il n'y a plus de contact, au moins théoriquement, avec l'Allemagne. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Il dit qu'il veut montrer à son épouse qu'il a fait son devoir, je cite, ce devoir de citoyen et de pasteur, aidé, je cite toujours, éclairé par la grâce toute-puissante de Dieu. Donc, il y a cette volonté, et c'est un journal qui n'était pas destiné à la publication. C'est seulement 45 ans après, qu'il va confier un exemplaire à une de ses catéchumènes. Il y aura un exemplaire aussi qui viendra à la paroisse de Saint-Quentin, etc. Alors, il y a des points communs avec les autres. D'abord, une grande importance donnée à l'arrivée des Allemands, parce qu'il y a le choc de l'arrivée des Allemands, très grande brutalité du choc. Les questions matérielles par rapport à l'occupant, les problèmes d'alimentation, de réquisition, la misère ouvrière. Mais pour lui, même si c'est important, si j'ose dire, c'est pas ce dont il souffre le plus. Ce dont il souffre le plus, c'est le manque total d'informations et surtout, et alors là c'est le cas aussi avec tout le monde, de lien avec les Français. Il n'y a plus de contact du tout avec l'étranger. Il n'a plus de rapport avec sa femme, il ne sait plus du tout ce qui se passe en France. C'est le blackout total. Donc, en fait, il est surtout, même s'il y a toutes ces questions matérielles, qu'il évoque très fréquemment, il est centré, là j'insisterai pas là-dessus puisque Jean-Paul va le reprendre après, sur son ministère pastoral et sur la jeunesse. Il y a beaucoup de choses sur son ministère pastoral, sur la jeunesse, en fait, l'intérêt de ce journal personnel est ailleurs.
Bon, il y a d'abord le rapport occupant-occupé, mais c'est un regard sur l'occupant qui est distancié. Bon, distancié parce que il a, de par sa formation, de par son éducation, de par la maîtrise de la langue anglaise et de la langue allemande, une attitude un petit peu différente. Bon, et la situation va être très particulière parce que les Allemands arrivent à Saint-Quentin et immédiatement, bon, ils exigent de partager le temple avec les Français. Ils sont en droit de réquisitionner le temple. Bon, ils se mettent d'accord finalement. Les Allemands feront leur culte à 9h30 le matin, les Français à 11h. Mais ce qui est tout à fait particulier, et c'est là qu'on a véritablement des éléments intéressants, bon, c'est que quel va être le rapport avec les Allemands. Bon, quel va être le rapport avec les Allemands? Alors, comme il connaît bien la langue allemande, à certains moments, il s'exprime, et ça a une certaine signification. Les Allemands le savent parfaitement, il s'adresse à eux en allemand, dans certaines circonstances bien précises, et avec les mêmes officiers allemands, les mêmes occupants, il s'adresse en français à d'autres moments. Bon. Donc, lui parle allemand, mais les officiers allemands parlent pour la plupart aussi français. Il y a aussi un certain nombre de ces paroissiens qui, de par leur formation et leur activité professionnelle, parlent l'allemand. Bon. Et quand il y a les cultes, bon ça je laisserai Jean-Paul en parler tout à l'heure, quand il y a les cultes, les Allemands font leur culte, ils chantent certains cantiques, dont certains sont les mêmes cantiques que les protestants français, mais dans une langue différente. Bon. Et donc, il y a certaines choses qui existent ici à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'ils dénoncent avec force? Donc, vis-à-vis des Allemands, bon, il y a certains moments bon, où il prend certaines positions. Donc, on va passer à la photo suivante. Si c'est possible. Bon, là, alors c'est en 1915. Bon, l'empereur Guillaume II vient à Saint-Quentin. Bon, et tout près de Saint-Quentin, il y a eu beaucoup de morts. Bon, donc l'idée de Guillaume II, c'est de créer un grand cimetière avec des tombes allemandes, des tombes anglaises, des tombes françaises. Bon, et il est sollicité, entre guillemets, par les autorités allemandes pour participer à la cérémonie. Bon, là, il n'a pas été au courant. Il n'a pas été au courant, il n'a pas été prévenu. Bon, en fait, manifestement, il s'est arrangé pour ne pas en faire partie. Bon, mais à certains moments, il se trouve dans une situation vraiment très particulière. Je prends deux exemples. Bon, c'est notamment au début du conflit, on lui demande d'enterrer un soldat allemand, de faire les obsèques d'un soldat allemand. Bon. Et au début, il le cite dans un passage, sa réaction, c'est non. Bon. Et finalement, il va le faire. Bon. Il va le faire parce que, pour lui, tous les hommes sont égaux devant la mort. Deuxième exemple, bon, je ne rentre pas dans les détails, bon, il fait un culte en septembre 1914, et c'est un texte, je ne sais plus quel texte c'est, bon, c'est un texte avec le rapport à l'ennemi. Et qu'est-ce qu'il voit arriver dans le temple? Le commandant de la 2e armée allemande en grand uniforme. Je continue ou je continue pas? Bon, il continue sa prédication. Bon, le troisième exemple, c'est simplement pour donner quelques exemples. Il y a l'enterrement d'un officier français qui est mort en 14. Ce qui se produit, c'est qu'il y a aussi présence d'Allemands à ce moment-là. Ils font le culte, et d'un seul coup, il y a une musique que nous on reconnaîtrait, tout le monde bien sûr, c'est la Marseillaise, qui est jouée à l'orgue. Et alors il dit, là, cette phrase, mais il dit, mais si les autorités allemandes m'avaient dit quelque chose, je leur aurais dit que c'était un extrait des 2 grenadiers de Schumann. Et quand vous écoutez les 2 grenadiers de Schumann, il y a la mélodie de la Marseillaise. Et Schumann, c'est un musicien allemand. Vous voyez, à certains moments, tout ce qui peut exister. Bon, par contre, bon, il dénonce avec force
trois choses. Bon, d'abord, l'attitude des Allemands, alors ça le choque profondément, avec le Gottmintens sur les ceinturons des soldats allemands, Dieu avec nous. Pour lui, c'est une offense à Dieu. Bon, les jeunes gens volaient, parce qu'on emmène un certain nombre de jeunes gens pour faire certains travaux pour l'armée allemande. Bon, or, c'est contraire aux conventions de La Haye, et parmi ces jeunes gens, il y avait notamment Robert Jospin, le père de Lionel Jospin, bon, et puis on en parlera peut-être tout à l'heure, ce qu'on appelle aussi les brassards rouges. Bon, il considère qu'il faut obéir aux ordres des Allemands, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais à condition uniquement que ce soit conformément à la convention de La Haye. Bon. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on plonge dans le mental de ce pasteur. Bon, et on a deux autres témoignages de protestants, mais c'est des laïcs protestants du Vermandois, mais eux parlent pratiquement pas de leur vie spirituelle, de leur vie ecclésiale. Bon, ils parlent de ces lectures personnelles. Bon, or, une des principales lectures personnelles, c'est des passages de l'Apocalypse. Vous allez me dire, l'Apocalypse, c'est la fin du monde. Non, il y a un message d'espoir dans l'Apocalypse, même si c'est un langage qui est un langage codé. Bon, et puis, il redécouvre véritablement les psaumes, et certains psaumes qui ont pour lui une très très grande force. Bon, il y a aussi ces choix de prédication, l'importance accordée aussi, mais Jean-Paul en parlera sûrement tout à l'heure, l'importance accordée aux jeunes gens et à l'évangélisation. Là, il y a des passages qui sont absolument extraordinaires. 1916, il y a la bataille de la Somme. Les deux camps réunis, il y a 1,2 million d'hommes qui sont ou tués, ou blessés, ou mis hors de combat. Bon, et lui, dans sa paroisse de Saint-Quentin, il fait de l'évangélisation sous une forme très particulière, comme il avait fait à Lille, c'est-à-dire ce qu'on appelle la croix bleue, c'est l'action contre l'alcoolisme. Il y a des choses qui sont vraiment très particulières sur ce plan-là. Bon, et enfin, dernier aspect, bon, il y a cet aspect sur ce qu'on appelle la grande évacuation au moment de l'opération Alberich en l'hiver 1917. Lorsque les Allemands se replient sur la ligne d'Hindenburg, bon, détruisent absolument tout. Bon, et il y a une phrase d'Ernst Jünger dans Rage d'acier. Il a cette phrase: nous changeâmes, dit Ernst Jünger, qui était officier allemand, le pays en désert, conformément à la volonté du grand état-major, et ça renvoie à un texte biblique, carrément. Quand vous lisez le livre de Jérémie dans l'Ancien Testament, chapitre 4, verset 23, « Je regarde la terre, elle est déserte et vide. » Bon. Donc, il y a toute cette population du Vermandois, 120 000 personnes, dont 45 000 de Saint-Quentin, qui sont emmenés de force par les Allemands sur d'autres territoires en zone occupée. J'ai eu l'occasion parce que je fais partie d'un chœur de musique classique qui s'appelle Crescendo. On a chanté il y a quelques semaines à Brissy-Gicourt, c'est pas très loin d'ici. On a donné un concert et il y avait eu tout un ensemble de cérémonies dans la journée parce que la mairie avait invité les Belges et les gens de Maubeuge aussi qui les avaient accueillis. Et un village notamment, le maire était là, un village de 300 habitants en Belgique où il n'y a pas grand-chose à manger, où il n'y a plus de boulot, où il y a beaucoup de misère. Ils sont 300 et on leur envoie, les Allemands leur envoient 300 Français. Il faut être là, il faut se serrer les coudes. Et alors ça, il l'évoque dans son journal. Bon, donc, alors, on va passer... Pardon ? Oui, la photo suivante. Bon, là, c'est avec ces catéchumènes. Alors, vous allez me dire, ils sont grands pour le catéchisme. Oui, mais c'est le catéchisme dans la religion protestante. C'est-à-dire, c'est un catéchisme qui se fait qui est fait par le pasteur au moment de l'adolescence, entre 14 ans et 17 ans. Donc, là, c'est avec ces catéchumènes. Oui. Photo suivante, c'est possible. C'est un PDF. Oui. Bon, donc là, il y a le repli sur la ligne d'Hindenburg. Les Allemands se replient complètement et détruisent tout sur leur passage.
Et les Français, même au moment où il y a la bataille du chemin des dames, ne savent pas ce qui s'est passé. Hein. On passe à la photo suivante si c'est possible. Oui, ça revient. Bon, là, c'est une photo prise par les Allemands, évidemment, de l'évacuation. Hein, c'est dans un village du Vermandois, les gens qui partent. Hein. Bon, ils s'imaginent qu'ils vont partir pas très loin, etc. Bon, mais en fait, quand ils vont partir, quand on va les mettre dans les trains des Allemands, ils ont droit à peine 25 kilos de bagages. Hein, donc des conditions très, très particulières. On passe à la photo suivante, si possible. Bon, là, c'est l'avis des Allemands ordonnant l'évacuation. C'est des trains spéciaux qui vont partir. Ils vont partir dans des wagons de 3e classe, des wagons en bestiaux, etc. Tout ça, pendant très longtemps, on n'en a pas parlé. Hein. Bon, donc, une partie en Belgique, bon, et puis une autre partie vers la région de Maubeuge. Et ensuite... on va passer à la photo suivante. Bon, là, on voit justement ces gens du Vermandois qui arrivent sur Charleroi et qui vont être dispersés un petit peu partout. Bon, photo suivante, si c'est possible. Oui, alors là, c'est les destructions par les Allemands. On passe à la photo suivante, si c'est possible. Bon, là, c'est une photo de mauvaise qualité. Alors, ce qui se produit, les Allemands sont soumis à la Convention de la Haye. Bon, la Convention de la Haye pour les questions d'alimentation, etc. Bon, mais l'Allemagne est victime du blocus. En Allemagne, il y a le fameux hiver, l'hiver de 1917, c'est ce qu'on appelle l'hiver des rutabagas. Bon, il y a eu des émeutes de la faim en Allemagne en 1917 aussi. Hein, ça, on l'oublie. Bon, et les Allemands vont se débarrasser de ce qu'ils appellent les bouches inutiles. Les bouches inutiles, c'est-à-dire qu'on va prendre, pas tout le monde, pas les hommes, bien sûr, pas les hommes en âge de combattre, on va quand même pas les renvoyer vers la France, alors qu'après, ils risquent de porter à nouveau l'uniforme français. Donc eux, on va les garder sur place, bon, pour la plupart, mais les femmes, les enfants, les personnes âgées, c'est encore autre chose. On les renvoie par train à travers l'Allemagne, en direction de la Suisse. Ils arrivent... au bord du lac Léman, ensuite à Évian, et à Évian, ils sont accueillis, entre guillemets, par les forces de sécurité françaises qui les interrogent. Ils ont tous été interrogés les uns après les autres. Bon, et ensuite, bon, ils vont être dispatchés, si j'ose dire, à travers le territoire français. Bon. Alors, il y en a certains qui ont été bien accueillis, d'autres qui ont été moins bien accueillis. Bon, je suppose que vous connaissez le terme sous lesquels on les désignait, les Boches du Nord. Les Boches du Nord. Alors, ils n'avaient plus rien, hein, mais en plus, pour certains, accueillis sous le terme des Boches du Nord. Bon, je crois que j'ai été déjà trop long. Alors, lui revient en 1917, bon, parce qu'il n'est pas mobilisable côté français, etc. Il va trouver rapidement un poste à Marseille, mais dès 1918, alors bien sûr, il a caché son journal quelque part, les Allemands ne l'ont pas trouvé, il revient en novembre 1918, mais ensuite il sera en poste, d'ailleurs. Mais pour moi c'est un témoignage qui est vraiment très très fort sur le plan historique. Ah, il y a certains sujets dont il ne parle pas, bon, alors par prudence, notamment en ce qui concerne les jeunes. Il y a certaines choses, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, dont il a été au courant, notamment avec Trocmé, ou avec certains de ses catéchumènes. Il n'en parle pas. Ce journal risque de tomber entre les mains des Allemands. Il ne veut pas les mettre dans une situation difficile. Et puis il y a quelque chose dont il ne parle pas du tout, c'est les rapports avec le clergé catholique. Rien, mais alors pas une ligne pratiquement. Par contre, il parle des aumôniers allemands, etc. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire. Je vais passer la parole à Jean-Paul. Alors le temps de changer la machine. Attends, je vais prendre le macro parce que je suis un petit peu en rond. Pardon. Merci. Voilà, alors,
Attendez. Voilà, je vous demande 2 minutes. Très bien. D'abord, avant de commencer, je voudrais dire que je suis un peu ému de parler devant un tel auditoire, parce que Jean-Marie connaît bien la Picardie et pour cause. Moi, je n'ai vécu que 3 ans en Picardie, étant berrichon d'origine, tourangeau d'adoption et grenoblois dauphinois depuis à peu près 1 an, vous voyez. Donc, vous pardonnerez si je fais quelques erreurs concernant l'esprit picard ou la Picardie. Et pour me faire... pourquoi c'est pas où je voudrais... Attendez, excusez-moi, le temps que j'y arrive. Oui, je ne sais pas si vous connaissez un proverbe berrichon, n'est-ce pas? Un berrichon est 100 bêtes, et 99, pardon. Bêtes, qu'est-ce que ça fait? Ah, je t'ai dit, excusez-moi. Un berrichon et 99 moutons, qu'est-ce que ça fait? Ça fait 100 bêtes. Voilà. Et je précise, l'un de mes grands-pères était berger, vous voyez, donc je ne sais pas s'il y a... Vous connaissez l'histoire de l'octroi? De l'octroi? Il fallait payer. Ah bah oui, mais ça, il n'y avait pas que... Et donc, quand on était... on payait à partir de 100. Et donc, quand on avait 99 moutons, on ne payait pas. Et donc, ça expliquerait le problème. Ah bah attendez, je ne sais pas pourquoi. Il me manque mon bouton. En fait, c'était une astuce berrichonne pour éviter de payer. Ah, mais ça, ils étaient peut-être plus malins que d'autres, c'est possible. Alors, attendez, alors, on va peut-être y arriver. Non. C'est toujours comme ça fonctionnait bien tout à l'heure. Ça doit être ça. Voilà, c'est quand même mieux. Bien, alors là, vous avez donc la couverture du livre. Donc le titre, dans le cercle de fer, c'est une expression que nous avons, enfin, on va être gentil, c'est l'éditeur qui l'a trouvé. Il faut bien que l'éditeur serve à quelque chose en lisant le manuscrit. Et c'est une expression de Kaltenbach, hein, dans le cercle de fer où nous sommes, etc. Voilà. Et donc vous avez son portrait et puis la ville de Saint-Quentin. Alors, je ne reviendrai pas sur tout ce que Jean-Marie a dit sur l'intérêt. Hein, en 2014, la ville de Saint-Quentin, avec son historien, avait fait une exposition sur Saint-Quentin pendant la guerre, et il y avait de nombreux extraits des journaux. Et vous connaissez peut-être l'historien décédé maintenant, Pierre Miquel. Et Pierre Miquel avait découvert la richesse de la vie des journaux de Saint-Quentin. Hein, il y a même des journaux, il y en a un qui est dit par le pâtissier, parce qu'on sait que c'est un pâtissier qui l'a fait, mais on ne sait pas lequel. On pense connaître la pâtisserie. Enfin, il y a vraiment à Saint-Quentin un gisement assez extraordinaire d'ouvrages, d'écrits du fort intérieur, hein, comme le disait Jean-Marie. Alors, ma petite manette, j'ai mis où? Là, voilà. Alors, hop, et ça veut marcher ou pas? Sinon. Donc, pourquoi ça? Ah si, voilà, voilà, donc je ne reviens pas sur le portrait ici du pasteur Kaltenbach. Hein. Donc, il est décrit par un de ses paroissiens comme très maigre, avec une voix presque chevrotante et tout, et avec des moustaches à la chinoise, n'est-ce pas? Donc, une expression qui m'a bien amusé. Donc, voici là sa femme, hein, Madeleine Olombel, qui est d'une famille d'origine suisse, établie dans le Gard. Il se marie en 1910 à Nîmes. Hein, et je vous fais grâce de... il y a un lien avec la Picardie, parce que la première fois, ils se rencontrent à Hargicourt, hein, donc au nord de Saint-Quentin, où il y a encore un temple aujourd'hui. La communauté d'Hargicourt a été une grande communauté du protestantisme picard. Et donc, on organise une réunion. Vous voyez, c'est pas une rencontre faite au hasard. Parce que un pasteur qui s'appelle Sauter, la famille Sauter existe toujours aujourd'hui, et ce pasteur Sauter est en poste à Hargicourt. Il a entendu dire qu'en gros, il se correspondrait peut-être bien. Là, le mariage n'est pas arrangé, mais la rencontre est arrangée. Vous voyez, donc c'est aussi assez intéressant. Il n'en parle pas dans son journal, ça, il en parle dans d'autres écrits. Il a laissé pas mal de traces finalement. Et donc, cet écrit du fort intérieur est tellement du fort intérieur, en fait, c'est un journal causé par la séparation avec sa femme.
C'est un couple extrêmement fusionnel. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs de ses arrière-neveux qui l'ont bien connu. Et alors lui, c'était un pasteur réformé extrêmement strict, rigide, enfin, etc. Par contre, la Madeleine Olombel, c'était l'un de ses arrière-neveux m'a dit on obtenait tout ce qu'on voulait avec elle. Voilà, c'est le souvenir qu'à 80 et quelques années, il m'en a fait. Voilà. Et donc, sans sa femme, il n'est qu'une moitié d'être humain, quelque part, tout en essayant d'être pasteur à part entière. Je peux rajouter que c'est un couple qui n'a jamais eu d'enfant. Et en 1914, quand on n'a pas trop d'enfants, on ne fait pas d'insémination avec donneur, je ne sais pas quoi, on va prendre les os. Et donc, Madeleine est partie prendre les os, donc, et c'est pour ça qu'elle n'est pas à Saint-Quentin à ce moment-là. Ça, il n'y a pas de trace écrite, mais une tradition familiale bien établie, comme on dit. Et alors, ce qui est intéressant, vous voyez, afin que ma femme chérie puisse un jour partager les émotions, il est quelque part très romantique. C'est un homme, même s'il naît en 1880, il est encore un homme, c'est un homme très marqué par le 19e siècle, version romantique et piétiste, c'est-à-dire pour qui la vie intérieure, psychologique et spirituelle est extrêmement importante. C'est ce qui fait l'intérêt du journal. Je veux qu'elle sache que chaque jour j'ai pensé à elle avec tendresse et que j'ai fait mon devoir. Là encore, c'est vraiment une éducation fondée sur le devoir, j'allais dire presque à l'allemande, entre guillemets, d'autant plus que sa famille va venir, faire son devoir de citoyen et de pasteur. On l'a dans les premières pages, vous voyez, page 35, le 27 août 14, les Allemands arrivent le lendemain. Donc dès la veille, il se décide d'écrire son journal. Et vous voyez, le 7 novembre 1915, donc on fête la Réformation. On en a parlé dans les journaux parce qu'il y a 500 ans, certains Luther, selon la tradition, affichaient ces 95 thèses à la porte d'une chapelle de Wittenberg, en Allemagne, en Saxe. Et traditionnellement, fin octobre ou début novembre, selon les époques, c'est la fête de la Réformation. Et donc il la célèbre en 1915. Le sujet que j'ai choisi pour la circonstance était celui-ci, protestant et français. Donc français patriote. Et j'articulerai autour de cette déclaration français et protestant de double aspect. Premièrement, citoyen français, c'est pas évident puisqu'il est d'une famille allemande, et pasteur protestant à Saint-Quentin durant 5 ans, de 1912 à 1917, et pour ce qui nous intéresse, de 14 à 17. Alors voici, ça c'est son acte de naissance, que vous puissiez pas lire, c'est pas bien grave. Donc il est né le 25 décembre 1881, pour un pasteur, n'est-ce pas? C'est peut-être une belle date de naissance. On reparlera tout à l'heure d'un autre personnage qui lui est né le jour de Pâques, voyez, et ça a été interprété. Alors c'est un enfant de vieux, comme on dirait aujourd'hui. Son père a 52 ans et sa mère a 36 ans. Vous voyez l'écart d'âge entre les parents. Et la famille habite boulevard Haussmann à Paris, dans le 8e arrondissement. Encore aujourd'hui, ce n'est pas les quartiers les plus pauvres. Et voici donc dans la famille un portrait. Alors c'est Gustav Kaltenbach, le père, à l'époque où ils avaient les moyens de commander des portraits comme la bourgeoisie faisait. Je ne rentre pas dans les détails. Donc vous avez les 3 premiers enfants. Et à gauche, c'est Max, dont j'aurai peut-être l'occasion de reparler. Et puis je laisse de côté les autres. Et voici le deuxième portrait avec la mère qui a été fait 4 ans après, je crois. Et donc, vous voyez, ça fait 6 enfants et il en manque 2. Il manque Jacques et Elisabeth, les 2 derniers enfants, parce qu'il y en avait 8. Et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de portrait supplémentaire? Eh bien parce qu'en 1892, la famille a un gros revers de fortune, j'y reviendrai, et donc on compte ses sous, on compte l'argent, et on ne se soumet plus aux règles de la bourgeoisie, protestante ou non d'ailleurs, parisienne du 19e siècle. C'était une famille assez riche. Alors, je vais montrer, voilà, tout à l'heure, Jean-Marie a parlé des enterrements, dont il parle un certain nombre de fois. Voici une photo ici, c'est dans le cimetière allemand de Saint-Quentin. Aujourd'hui, vous avez ici un aumônier protestant allemand, et ici, vous apercevez un prêtre, un moine, en fait, c'était des franciscains, un catholique, et derrière, vous avez à la fois des soldats ici, et vous avez en robe foncée, brune qui paraissent noire, des franciscains, qui étaient les aumôniers catholiques, et donc évidemment en temps de guerre, les enterrements c'est très courant. Et alors, dès le 6 septembre 1914,
hein, les références aux pages, c'est dans le livre, eh bien, on lui demande, Jean-Marie en a parlé tout à l'heure, de faire les obsèques d'un Allemand. Pourquoi ? Parce que ce sont essentiellement des Bavarois qui arrivent à Saint-Quentin, à l'armée bavaroise, et donc essentiellement catholiques, et il n'y a pas d'aumônier allemand, protestant. Donc on lui demande. Et alors il hésite, et je m'adressais en français à la foule pour expliquer que moi, pasteur français, frère d'un capitaine français, c'est son frère aîné. Et quel capitaine français, j'avais accepté cependant de faire l'enterrement d'un soldat allemand, dans la mort, il n'y a plus d'ennemis, mais des créatures du même Dieu. Son frère, la Max Kaltenbach, un personnage parce que c'était un ingénieur qui a... les aînés de la famille Kaltenbach sont élevés dans des pensionnats allemands dans le pays de Bade, hein, pour être parfaitement bilingue, biculturel. Et Max, qui était ingénieur chimiste, va, dans les années 1895-1900, va en Allemagne. À l'époque, l'Allemagne est en pointe pour la chimie. Comme vous savez, dès 1915, les Allemands utilisent des gaz à Ypres, hein, et puis après ailleurs. Et Max, qui est un officier d'artillerie, qui va d'ailleurs être à Laon, mobilisé à Laon, il laisse même sa voiture, premier régiment d'artillerie, si ma mémoire est bonne à l'époque, il laisse sa voiture chez son petit frère à Saint-Quentin, hein, parce qu'il a un certain niveau de vie, voiture qui sera ensuite réquisitionnée par les Allemands lors de leur arrivée. Et si je vous parle de lui, c'est parce qu'il va mettre ses talents de chimiste et d'officier d'artillerie pour fabriquer les obus à gaz de l'armée française en réponse à... Et dans les années 20, il va être le premier à monter, aujourd'hui on dirait un cabinet d'expertise pour l'industrie chimique. Il ne va plus travailler pour des entreprises, mais il va travailler comme consultant. Hein, voilà. C'est une famille d'entreprenants, si ce n'est d'entrepreneurs. Alors, on va passer... ce qui le choque beaucoup aussi en tant que patriote, c'est l'attitude de certains à Saint-Quentin. C'est comme dans toutes les occupations, le premier choc passé, il y a un certain nombre de gens qui vont essayer, de faire en sorte de se mettre bien avec l'ennemi. Hein. Donc ils parlent de pillage dès le début, voyez, et pauvre France, tes enfants sont parfois se résigner à ta défaite, à condition qu'ils en profitent. Les profiteurs de guerre, comme vous savez, ça existe à toutes les époques. Et dès le début aussi, il y a des dénonciations anonymes. Hein, on connaîtra ça durant la Seconde Guerre mondiale. Quand j'ai lu le manuscrit, une des phrases qui n'est pas que de Kaltenbach, une expression qu'on trouve souvent, c'est la France libre. C'est-à-dire, il y a la France libre, c'est évidemment, on voit bien quelle partie. On peut évidemment, on est obligé de penser à une autre France libre, non seulement au sens géographique, mais au sens idéologique, si vous voulez, mais l'expression existe déjà. Hein. Et alors, il faut savoir que les Allemands arrivent tellement vite à Saint-Quentin, après un combat retardateur à Belle-Anglise, là au nord, où un certain nombre de vieux territoriaux du 10e régiment territorial se font tailler en pièces, ils n'ont pas d'artillerie, pour retarder. Ça, c'est quelque chose, souvent, que les historiens n'abordent pas. Après la bataille de Charleroi, vous avez eu toute une série de combats retardataires, comme ça qu'on appelle des coups d'arrêt, qui ont été faits pour essayer de gagner du temps. Et tous ces petits combats, on perd une demi-journée, entre guillemets, etc., ça va être l'une des causes de la bataille et de la victoire de la Marne. Hein. Et donc, on additionne des petites choses avec des pertes très importantes. Et alors, les soldats qui habitent à Saint-Quentin, qu'est-ce qu'ils font ? Ils rentrent chez eux, en uniforme, ils essayent de se cacher. Les Anglais, qui ont été défaits par les Allemands au Cateau-Cambrésis quelques jours auparavant, eh bien, ils arrivent, et certains... les traînards sont cachés par la population. Et il y a plusieurs centaines de soldats anglais et français cachés dans les caves ou dans les greniers à Saint-Quentin. Évidemment, dénonciation, vous imaginez, enfin bon, comme toutes les époques. Et Kaltenbach, lui, il parle allemand, il parle anglais, il parle français. Eh bien, parfois, on lui demande, les soldats anglais savent, enfin, certains paroissiens protestants savent qu'il y a ce pasteur qui parle anglais, et donc il va connaître l'existence de ces prisonniers et se rendre compte bien que certains vont les héberger pour mieux les vendre, etc. Enfin voilà. Et donc, à certains moments aussi, il visite ce qu'on appelait les ambulances à l'époque, hein, c'est-à-dire en gros des infirmeries, des hôpitaux de campagne à Saint-Quentin, et il a du mal à concilier ses sentiments chrétiens et ses sentiments patriotiques. Hein, parce que d'un côté, quand ils sont blessés, humainement, j'ai envie qu'ils se rétablissent le plus vite possible, mais patriotiquement, si j'ose dire, eh ben, ils vont retourner au front et ils vont peut-être tuer mon frère pour aller très vite. Donc là, c'est l'inauguration hein,
du cimetière, donc le 18 octobre 1915 par Guillaume II, qui, si ma mémoire est bonne, est ici, voilà, vous le voyez ici, avec des religieuses allemandes. Hein. Et alors ici, c'est le seul, Monsieur Gibert, le seul Français, aucun n'a participé. Les Allemands auraient voulu que ce soit un cimetière, comme Jean-Marie l'a dit, pour tous les héros, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le cimetière allemand de Saint-Quentin. À l'origine était prévu à droite les Allemands, à gauche les Anglais et les Français. Hein. Et c'est après, dans les années 20, que c'est devenu un cimetière proprement allemand. Mais il y avait, en fait on peut le dire maintenant, les Allemands avaient prévu d'annexer, pas seulement d'occuper, d'annexer toute cette région, et il y a une volonté de s'installer. Si vous visitez le cimetière allemand de Saint-Quentin, il y a un magnifique monument très gréco-germanique, fin 19e, début 20e, qui montre bien la volonté de considérer, et puis quand on crée un cimetière dans un endroit, c'est pas pour s'en aller 8 jours après. Hein. Ça, je crois que c'est important. Donc il n'y participe pas. Alors, est-ce qu'il a refusé d'y aller? Enfin, on ne sait pas trop, mais ça ne lui fait pas trop de chagrin, visiblement. Et puis, pour vous montrer un petit peu, donc en 1915, il s'appelle Kaltenbach, ou Kaltenbach, n'est-ce pas? Et un jour, il va dans un magasin pour acheter des chaussures, et il donne son nom. Je constatais que ce nom jetait un froid parmi les assistants, qui se demandaient si je n'étais pas un agent de police allemand en civil. Il n'a aucun accent français. Et ça, il faut savoir. En France, par exemple, pour rentrer à Saint-Cyr jusqu'à la gare de 14 et après, l'allemand était obligatoire. On a complètement oublié ça, hein, puisqu'on a une brigade franco-allemande qui parle anglais, vous voyez, c'est une autre époque. Hein. Mais, et donc, les officiers allemands étaient obligés d'apprendre le français. Ce qui fait que sur le champ de bataille, on se tue mais on se parle en même temps. Hein, voilà. Vous me donnez un souvenir familial. Moi, j'ai un grand-oncle qui a été fait prisonnier dans les premiers temps de 14, c'était un paysan berrichon à Vigneron. Il a appris l'allemand en Silésie, hein, parce que il était un peu plus débrouillard que d'autres, et il ne savait pas que pendant la Seconde Guerre mondiale, ça lui servirait autrement. Voilà. Et donc, ça c'est après la guerre, dans ce qu'il appelle son supplément, une paroissienne lui avoue, monsieur le pasteur, je peux bien vous le dire maintenant, quand vous êtes arrivé en 1912, eh bien, je vous suspecte d'être un espion allemand. Il faut savoir qu'il y a un énorme anti-protestantisme en France jusqu'à la guerre de 14. Et la guerre de 14 doit y mettre un terme. Et pourquoi un anti-protestantisme? Parce que qui dit protestant dit allemand. Hein. Et on va retrouver ça à Reims, par exemple, quand les Allemands, en septembre, bombardent la cathédrale de Reims. Hein, salaud d'Allemands, et salaud d'Allemands, salaud de protestants. Bon, par chance, si j'ose dire, 8 jours après, le temple va être rasé, le temple de Reims, et donc là, il y a une sorte de match nul. Hein, mais la propagande nationaliste française considérait vraiment les protestants comme, j'allais dire, les valets de l'impérialisme germanique ou prussien. Et donc, alors là, Jean-Marie en a parlé tout à l'heure, manifestation de patriotisme avec les obsèques du commandant Faure. Commandant Faure, pour vous raconter sa vie, trouver beaucoup de choses sur lui, c'était ce qu'on appellerait un baroudeur. Légion étrangère, 10 campagnes en Afrique entre 1885 et 1900. Il a 5 ou 6 enfants, il démissionne, il est commandant retraité, remobilisé en 14 dans un régiment, il est grièvement blessé, et c'est un médecin général qui l'opère, et on fait venir Kaltenbach en disant voilà, l'opération est très risquée, ça serait bien que vous le voyiez avant. Et c'était un protestant des Cévennes, et ils avaient des amis communs, etc. Et le commandant Faure décède sur la table d'opération, et obsèque au temple avec les officiers, hein, en grand apparat, l'officier allemand. Et parce que vous connaissez un peu le temple de Saint-Quentin, la petite cour était noire de monde, et la rue. Hein, c'est pas le même temple, mais les locaux sont tout à fait comparables. Voici la tombe aujourd'hui du commandant Faure au cimetière nord de Saint-Quentin. Et donc Jean-Marie a rappelé les 2 grenadiers, et ça c'est sa fiche, vous savez, sur Mémoire des hommes. Hein, et à la sortie, leur jouait la Marseillaise, tout le monde sursauta, si les autorités allemandes, vous voyez, donc c'est une manière pour lui de rendre hommage, c'est lui qui avait choisi, hein, de rendre hommage à ce commandant, et il est à la limite de l'acceptable, et ça lui arrivera un certain nombre de fois. Donc le temple tel qu'il était à l'époque, et alors les catéchumènes, et donc vous avez ici Kaltenbach, vous voyez, ici Robert Jospin, vous voyez la différence de taille, Robert Jospin a 16 ans, là on est en 1916, hein, et dans la rue, les Allemands l'arrêtent tout le temps parce qu'ils ne veulent pas croire qu'il a 16 ans.
on lui donnerait bien 18 ans. Quand il s'agit de réquisitionner, par exemple, la gare de Saint-Quentin est bombardée plusieurs fois par l'aviation, une fois d'ailleurs sur un réfugié protestant qui donne à l'état-major l'endroit où se trouvait un dépôt de benzol tout près de la gare, vous voyez, les aviateurs font mouche, les vitraux de la basilique, qui est quand même une grande distance, explosent sous la violence du choc. Hein. Et donc on réquisitionne tous les civils pour aller déblayer ça avec des bombes non explosées, bien évidemment. Enfin bon, c'est détail. Alors voici un certain nombre de catéchumènes qui ont été identifiés. Donc ici vous avez comment s'appelle Kaltenbach. Donc ici Robert Jospin dont la tête dépasse, n'est-ce pas? Ici au numéro 4 André Trocmé dont je reparlerai, là c'est le 8, vous voyez, entre 7 et 9, et puis on essaye avec la paroisse de Saint-Quentin. Alors ici un de ces paroissiens et enfin toute une famille de protestants. Ici vous avez Paul Trocmé qui était à l'époque vice-président de la chambre de commerce de Saint-Quentin, qui en a été président à certains moments, 2 fois. Donc c'est un monsieur, il est directeur d'une entreprise textile, avec son épouse, sa seconde épouse, allemande, comme la première. Hein, et la première est décédée quelques années avant. Il se remarie avec Paula Schwertmann, n'est-ce pas, dont une famille pastorale allemande de la région de Hambourg, et donc il a des beaux-frères allemands. Et ici, vous avez André Trocmé et son frère, Paul, c'est ça. Ça, c'est les enfants du premier lit. Donc, mais il ne faut pas croire que ces gens sont représentatifs de la paroisse. Je lisais pas plus tard que cet après-midi dans les archives, en bas, là, un descriptif de la paroisse datant des années 1920, quand on veut recruter une infirmière pour faire un travail social. Et la paroisse, d'après le pasteur Panier, c'est 1500 personnes. Ça vous donne une idée quand même sur une ville de 45 000 habitants environ, 40-45 000, et essentiellement une population ouvrière. Souvent on imagine que le protestantisme était bourgeois, entre guillemets, ça peut l'être dans certaines régions, mais dans les Deux-Sèvres c'est un protestantisme paysan. Dans le Gard, c'était à la fois sur Nîmes, ces messieurs de Nîmes, un protestantisme entre guillemets urbain, sinon bourgeois, mais il y a aussi le protestantisme des Cévennes elles-mêmes, et en Picardie, si vous allez dans des grands villages comme Montbrun, je ne sais pas si vous connaissez, au nord de Saint-Quentin, Noroy, plus près d'Amiens, Comté, Harponville, vous avez des temples parfois encore en usage ou parfois non. C'était un protestantisme profondément rural. Entre autres parce qu'Amiens, ville épiscopale, les protestants n'avaient pas le droit d'y être. Amiens est ville protestante que depuis le 19e siècle. Jean-Marie vous expliquerait ça mieux que moi. À Saint-Quentin, c'est un peu différent, c'est pas une ville épiscopale, et donc dès le XVIe siècle, vous avez une présence protestante en milieu ouvrier, avec les ouvriers du textile. Hein, voilà. Donc je vous expliquerai. Alors ici, une carte, donc ici quelqu'un qui s'appelle Robert Jospin. Hein, et là, c'est un de ses amis, Zabiol, la famille Zabiol existe toujours à Saint-Quentin, qui ont été un des piliers de la paroisse. Et nous avons, avec Jean-Marie, envoyé le livre à un certain Lionel Jospin, qui nous a répondu, vous voyez, hein, la réception de votre lettre me permet de vous remercier pour l'envoi du livre consacré au journal du pasteur Kaltenbach, tenu pendant une période cruciale. Outre l'intérêt en soi de ce témoignage, la résonance qu'avait pour moi la lecture des notes évoquant la famille Jospin et mon père, qui m'a parfois parlé de cette dure période de son adolescence, a laissé en moi son empreinte. Je remercie également Jean-Marie Viscard, parce que c'était moi qui avais fait le courrier. Hein, et voilà, donc j'insiste là-dessus parce qu'un historien protestant m'a dit en septembre, c'est la première fois à ma connaissance publiquement qu'il accepte de parler de son protestantisme. Enfin, publiquement, c'est une correspondance privée. Je me permets de la passer. Et donc, vous voyez, un pasteur bien français, bien patriote, et qui essaye de le vivre dans le respect de sa foi. Et en même temps, tout à l'heure Jean-Marie a parlé du pasteur Nick, prédication ouvrière, christianisme social, mais en même temps un christianisme profondément piétiste, diront certains, ou dans l'église du réveil. L'idée, en gros, c'est que chaque chrétien doit être réveillé, c'est-à-dire doit vivre profondément sa foi dans une vie spirituelle assez aiguë. Et dès le mois d'octobre 14, vous voyez, certainement l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, réveillant des besoins religieux longtemps assoupis.
Alors c'est l'idée classique, vous vous souvenez, que vous avez peut-être entendu parler de ces bons radicaux socialistes, bouffeurs de curés, fin mai 40, faisant des processions pour éloigner les panzers de Rommel et d'autres, n'est-ce pas? C'est très bien que parfois, pendant les périodes un peu compliquées, il y a un retour vers le religieux. Donc là, lui, il parle d'autre chose. Hein, il parle vraiment d'un engagement, je dirais, plus intime et en même temps plus collectif. Et on a cette phrase qui ne manquerait pas de nous choquer. J'en viens quelquefois à souhaiter que nous ne soyons pas délivrés avant que le réveil qui se manifeste ait produit tout son effet. C'est-à-dire qu'il a vraiment l'impression de vivre, pour lui, une période extraordinairement difficile. Jean-Marie a suffisamment parlé de toutes les restrictions, etc. Mais en tant que pasteur, ça a été une période bénie, dit-il, de son ministère. Et non seulement pendant cette période, mais même après. Pardon, je suis allé un peu vite. Alors voici, ici, il perd un beau-frère, comme beaucoup de gens en France, n'est-ce pas? Et ça a été un drame pour lui, hein, de perdre ce beau-frère, comme dans beaucoup de familles. Donc il n'est pas aveugle, vous voyez, même s'il parle de réveil et qu'il vit des choses fortes et belles, il partage aussi la douleur de tous les Français, même si les communications étaient difficiles, par le biais de la Croix-Rouge ou par le biais de la Suisse. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais lui, il envoyait des lettres. Normalement, il n'avait pas le droit de Saint-Quentin à Berlin, où il avait des relations. De Berlin, c'était envoyé en Suisse, et de Suisse, c'était envoyé en France libre. Et ça refaisait le contraire, et parfois les lettres étaient traduites. C'est-à-dire qu'il les envoyait en allemand. De Berlin en Suisse, c'était envoyé en allemand, et de Suisse à Nîmes, par exemple, ou à Paris, c'était souvent traduit. Et en plus, non signé les lettres, vous voyez, pour en cas voilà. Alors, quelque chose aussi qui le choque énormément, ça c'est quelque chose dont on parle rarement, enfin je pense, Jean-Marie, c'est dans la propagande allemande des années du début du XXe siècle. Pourquoi la France allait perdre la guerre? Tout simplement à cause de la loi de 1905, la séparation des églises et de l'État, et la France était devenue athée, voyez, et les libres penseurs dominaient tout le pays. Et il a des discussions avec des pasteurs allemands, aumôniers militaires, ou avec des soldats allemands, qui lui montrent même de la propagande anticléricale des années 1900, je ne sais pas si vous avez eu le plaisir de lire ça, hein, plus près du père Combes, n'est-ce pas, que la loi d'Aristide Briand de 1905, et c'était utilisé, ça, comme propagande auprès des chrétiens, catholiques d'ailleurs, ou réformés, dans les territoires conquis. Alors, je ne parlerai pas de l'impact chez les catholiques, mais chez les protestants, ça n'a jamais marché. Je rappelle que pas très loin d'ici, à la maison dite de Calvin à Noyon, c'est les Allemands qui vont créer le mythe. On ne sait pas où elle était, la maison de Calvin, exactement, hein, mais en 1917, ils vont créer le mythe de la maison de Calvin pour s'attirer les bonnes grâces, enfin 1916 je crois, mais peu importe, des protestants de la région. Hein, on utilisait, voyez l'histoire, pour essayer de faire fonctionner tout ça. Et par exemple, il y a un abbé qui est inspecteur des écoles, un abbé catholique évidemment, et l'idée c'est de réintroduire Dieu dans les écoles françaises. Et on lui propose même de recréer une école protestante à Amiens, à Saint-Quentin, et on est prêt à lui donner de l'argent. Il y a de l'argent pour ça, dans un but de propagande. Il refuse, bien évidemment. Les protestants sont un petit peu laïcs quand même s'ils sont plutôt des tutoyeurs de Dieu que des bouffeurs de curés. La police municipale alors, il a aussi, c'est un homme très rigoureux, mais il y a des moments de son journal où il a le sens de l'humour. Et d'après ses arrière-neveux, c'était assez vrai. Par exemple, la police municipale de Saint-Quentin, hein, française bien sûr, mais sous contrôle allemand, elle n'est pas dissoute, mais elle est accoutrée depuis quelques jours comme une troupe de jongleurs de foire. Ils avaient des brassards rouges aux deux bras et ils avaient des chapeaux melons, comme les Dupont, vous voyez, avec un ruban rouge autour. C'est assez quand même folklorique, et donc ça l'amuse beaucoup. Alors bon, ça c'est l'affiche, vous voyez, hein, à partir du 10 février 17, tous les hommes de 16 à 60 ans devront porter visiblement le brassard rouge au bras gauche. Ça, c'est pour les hommes normaux, si j'ose dire, vous voyez, parce que toute la population est fichée et enregistrée. À certains moments même, on rafle tous les hommes, on les emmène dans la caserne du 87e d'infanterie. Aujourd'hui, ça a été un stade, enfin c'est au nord de Saint-Quentin, et on vérifie, est-ce que vous êtes vraiment non mobilisable, quel est votre métier, etc. Et on réquisitionne les hommes pour les emmener au mieux dans les ateliers d'armes allemandes et très souvent en Belgique, voire en Allemagne,
c'est déjà le STO. Hein, c'est déjà le STO de la Seconde Guerre mondiale. Alors, donc ça c'est l'évacuation, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc c'est extrêmement difficile pour tout le monde. Là c'est une photo que vous avez déjà vue. Alors ensuite, ils sont évacués donc en Belgique, hein, Enghien, Maubeuge, Charleroi. Et il raconte dans le livre des choses sur ces gens, toutes conditions sociales confondues. Déjà, la Belgique était un peu moins maltraitée parce que jusqu'en 1917, les Américains vont nourrir la population belge, et même d'ailleurs dans nos régions. Hein. Mais quand les Américains entrent en guerre, évidemment, il n'y a plus d'envoi de nourriture par les Pays-Bas en Belgique et dans le nord de la France. Et là, les populations vont souffrir encore plus. Les Allemands, par exemple, vont rajouter, on réquisitionne le cuivre. Vous n'avez pas le droit d'avoir le moindre objet de cuivre. On réquisitionne les matelas. Vous n'avez plus le droit d'avoir un matelas chez vous. Tout ça étant utilisé sur place ou envoyé en Allemagne. Hein, comme durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands n'ont vraiment commencé à souffrir que fin 1943. Hein, parce que toute l'Europe était pillée pour assurer à la population allemande le meilleur niveau de vie possible. Alors là, une photo, ces gens arrivent par Évian. Et donc, vous voyez, ça c'est à Évian, hein, soyez les bienvenus. Et j'ai eu récemment des contacts avec les archives d'Évian, où ils n'ont pas grand-chose, ils ont simplement des listes qui sont assez effrayantes. On voit de secours aux nécessiteux, comme on disait à l'époque, on voit une grand-mère, 83 ans, avec 6 petits-enfants, parce que la mère n'a pas été autorisée, etc. Et on leur donne de l'argent. Et certains arrivent, alors, il y a plusieurs colonnes sur le tableau, 86 ans, elle a 50 centimes de l'époque. Donc je ne sais pas combien ça fait. Donc on va lui donner 10-15 francs hein, pour pouvoir, durant les 3-4 jours où il reste à Évian, à leurs besoins minima. Ensuite, l'accueil à Évian, il y a peu de traces négatives. Hein, ça, c'est pas Jacques Kaltenbach, n'est-ce pas? Un certain Léonie, c'est ça. Hein, vous lisez mieux que moi, parce que sur mon écran c'est petit. À Évian, l'accueil fut admirable, émouvant. Les infirmes et infirmes de la Croix-Rouge multipliaient les soins les plus dévoués. Des ambulances portaient les malades dans les établissements hospitaliers, tandis que les évacués étaient conduits au casino. Ils étaient accueillis au son de la Marseillaise. Collation leur était offerte, des paroles de bienvenue. Et c'est pas quelques dizaines, quelques milliers de personnes qui sont accueillies. C'est le monument qui est à Évian. Et je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est 500 000 personnes qui vont passer de la France du Nord, hein, de la Lorraine, etc. 500 000 personnes, essentiellement des femmes, des enfants, des handicapés, des blessés de guerre. Hein, quand vous avez une jambe en moins, vous ne risquez pas d'être mobilisé, etc. Et Kaltenbach va connaître tout ça. Alors, il va filouter, parce que normalement, il n'aurait jamais dû être mobilisé. Il y a tout un côté roman policier à la fin, dans le supplément, quand il explique comment il va réussir à passer de Belgique à la Suisse. Et il a une sœur qui habite à Genève, donc une fois en Suisse, il est sauvé. À un moment, il va faire même intervenir l'aumônier personnel de l'empereur, par relation interposée, pour essayer de se faire libérer. Ça ne fonctionnera pas. Hein, c'était vraiment extrêmement dur et sévère. Alors le temple de Saint-Quentin, tel qu'il est en 1910, ça c'est déjà en 1919, il y a une allée centrale, vous voyez. Hein. Ensuite, une photo couleur que je ne devrais pas vous montrer parce qu'elle est sous copyright, n'est-ce pas? Mais la rue Saint-Jacques, je crois, à Saint-Quentin. Saint-André, pardon. Vous voyez, je reste. Oui, Saint-Jacques, c'est ailleurs, pardon. Donc, une photo couleur, hein, un autochrome donc des années de 1918. Et l'inauguration de. Ça, c'est la pose de la première pierre, pardon, avec la population, un certain nombre d'invités, des Français, des Américains, des Anglais, des Néerlandais, qui vont aider. Hein, il y a un dossier aux archives sur tout ça. Et puis, ce sera tout simplement. J'ai essayé, non pas de vous raconter le livre, si vous voulez, mais de vous donner un petit peu une idée de l'atmosphère. Et j'insisterai là-dessus, pour terminer, c'est que il y a 2 grands personnages, j'en ai parlé de manière allusive dans le journal. C'est André Trocmé, donc le fils de Paul, hein, que vous avez vu là. André Trocmé va faire des études de théologie dans les années 20 à Paris, et il va être pasteur d'abord à Saint-Lenoble, hein, à côté de Douai, là, au milieu ouvrier, et puis ensuite il va aller au Chambon-sur-Lignon, et c'est là où, avec le pasteur Theiss, ils vont, animer un lieu de recueil des Juifs. Les 2 ont été nommés juste parmi les nations.
Alors attention, le pasteur André Trocmé était un pasteur un peu compliqué. Il engueulait ces jeunes catéchumènes ou ces paroissiens de 18-19 ans qui allaient au maquis. Parce que pour lui, on devait être un pacifiste jusqu'au bout. Il ne s'agit pas d'en faire, vous voyez, c'est toujours discutable ce genre d'attitude. Hein. Et l'autre, c'est Robert Jospin, qui lui aussi va commencer des études de théologie à Paris. Au bout de quelques années, il va s'apercevoir que ça n'est pas pour lui, le ministère. Ensuite, il va pratiquement, durant toute sa vie, s'occuper d'enfants difficiles. Hein. Et tout en étant, jusque dans les années 30, très intégré dans l'église protestante, la mère de Lionel et sa deuxième épouse, avec sa sœur Noël Châtelet aujourd'hui. Et c'est un personnage assez étonnant parce qu'il était militant socialiste, comme beaucoup de protestants, hein, et à l'époque en tout cas, aujourd'hui c'est un peu à nuancer, et il est tellement pacifiste qu'il va accepter durant la Seconde Guerre mondiale de participer au conseil municipal de Meudon, nommé par Pétain. À la Libération, il va être radié de la SFIO pendant 10 ans. Et j'ai oublié de dire, en 36-37, il est un socialiste contre la guerre d'Espagne, par ultra-pacifisme. Vous voyez, c'est toute une frange du protestantisme qu'on a un petit peu oublié. Et donc, c'est un personnage, comment dire, assez représentatif. Hein, parce que ce soit André Trocmé ou que ce soit Robert Jospin, ils ont été plus que traumatisés par les horreurs qu'ils ont vues. En particulier, Robert Jospin raconte dans un texte ce qu'il a vu dans le train entre Saint-Quentin et le nord de la Belgique, le nord de la France, pardon, et la Belgique. Ils ont vu des populations civiles, mais aussi quelque chose dont je n'ai pas parlé. Il faut imaginer qu'il y avait des trains entiers de cadavres allemands qui passaient en gare de Saint-Quentin, et c'était pas pour aller au cimetière, pour faire disparaître les corps. Il en parle. J'ai pas réussi à trouver une confirmation de ça, mais apparemment c'est vrai. Les cadavres seraient incinérés, et l'incinération était déjà pratiquée en Allemagne bien avant la France, dans des hauts fourneaux de l'industrie métallurgique. Voilà. Quand vous voyez, vous avez 15-16 ans, ce genre de choses, ça vous marque profondément. Et donc l'intérêt du témoignage, hein, c'est un intérêt spirituel, un intérêt patriotique, et puis c'est des choses, comme disait Jean-Marie, dont on ne parle, maintenant on commence à en parler, mais dont on ne parlait pas dans les manuels. Voilà. Kaltenbach les a très profondément marqués tous les deux. Hein, oui. Hein, je pourrais vous lire. Alors. Il ne dit pas tout pour faire attention au niveau de la prudence, mais on sait après, quand on lit, bon, c'est écrit beaucoup plus tard, ce qu'a écrit Trocmé, il est marqué définitivement. Je vous lis 2 minutes, là j'ai l'autobiographie qui n'a pas été publiée d'André Trocmé, parce qu'il était tellement... Tous ces papiers sont aux États-Unis dans une université, vous voyez, et... attendez, je vais juste un petit... Non, ça c'est... il dit, pour moi, être comme le pasteur Kaltenbach, c'était un idéal inaccessible. Et lui, qui était un grand bourgeois, il a participé, donc attendez, excusez-moi, j'arrive pas à retrouver, pourtant j'ai pas trop de feuilles. Et donc il y a moi je lis ce passage-là, vous voyez. Je ne suis pas sûr d'avoir entièrement compris la deuxième partie de son appel. Je ne me sentais pas perdu, vous savez, le monde perdu et qui cherche le salut. Mes camarades se repentaient de péchés énormes, vol, adultère, ivrognerie. Moi, je ne pouvais présenter qu'un inventaire maigre, quelques mensonges, des distractions en classe, un peu de paresse. Hein, ce qui emporta ma conviction, ce furent les appels de M. Kaltenbach pour le monde perdu, pas pour la perte personnelle, entre guillemets, le salut personnel, mais un salut vécu au niveau social et collectif. Hein. Et Trocmé, quand en 1943, les autorités de Vichy lui demandent de livrer les Juifs qui sont au Chambon-sur-Lignon, parce qu'ils le savent, ou au moins ils s'en doutent, hein, Trocmé les regarde au fond des yeux et leur dit « Je ne connais pas de Juifs, je ne connais que des hommes ». Voilà. Voilà, en quelques mots, si vous voulez, on pourrait continuer, mais bon, si vous avez des questions, je pense... Il a vécu combien de temps, le pasteur Kaltenbach meurt en 1968. Et sa femme, 20 ans après, en 1983 ou 4, et j'ai rencontré le pasteur qui avait fait les obsèques de Madame. Alors, en quelques mots, dans le livre, il y a un chapitre « Et après ».
hein. Donc, probablement pour des raisons de santé, il est à Marseille, pasteur de 1918 à 1948. Il y a beaucoup de choses dans les archives de la paroisse protestante de Marseille sur lui. Après sa retraite en 1948, il va s'occuper, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont visité le château d'If, mais au château d'If, vous avez une plaque à la mémoire des galériens protestants. C'est Kaltenbach qui le fait mettre, parce qu'il va publier un livre, il va faire beaucoup de choses. Pour revenir à notre sujet, à partir de 17-18, quand il est en France, il va diffuser de l'information en France sur ce que vivent les populations, entre guillemets, Boche du Nord. Il va faire des conférences, hein, parce que les Français de l'intérieur ne savent rien. Et puis, il va, après, il va s'occuper aussi de maintenir des communications avec ses paroissiens, hein, qui sont soit en Belgique, etc. Il va même créer un bulletin. Il revient en 1923 au moment de l'inauguration du temple, c'est lui qui prononce l'homélie, donc c'est quand même un choix assez fort. Et ensuite, donc après sa retraite, il se retire à Sanary-sur-Mer, et donc il va écrire un certain nombre de petits textes qu'il avait déjà écrits avant, et le journal, il le fait ressaisir par un de ses neveux en 1962 ou 63, mais à diffusion restreinte. Et ces manuscrits vont être ressaisis ensuite. Donc, nous avons l'état de 1963, je crois, ou 62. Ce manuscrit va être ressaisi par la nièce d'une de ses paroissiennes de Saint-Quentin, nièce qui habite à Marseille. Et c'est l'état qui est connu dans les paroisses. Nous avons réussi à remonter jusqu'au la première saisie en 63. Je ne désespère pas un jour de trouver l'original du journal. Il doit être dans les familles. Pour l'instant, les recherches sont vaines. Voilà. Mais il va avoir un certain rôle dans le protestantisme français. Ce ne sera pas un des phares. Juste pour terminer, pendant la Seconde Guerre mondiale, il va envoyer des Juifs à Mins. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent parmi vous Mins, qui est dans le sud de l'Isère, tout près des Hautes-Alpes, qu'on appelait la petite Genève des Alpes. Et il y a un certain nombre de Juifs aussi, qui vont être cachés. Et à Marseille, alors ça c'est une hypothèse que je fais, j'ai pas de preuves, pas encore en tout cas, il va rencontrer quelqu'un dont le nom m'échappe, qui était chargé par des sociétés de secours américaines pour aider un certain nombre de gens, juifs ou non, à passer aux États-Unis. Et les deux ont fait leurs études à Harvard, pas en même temps, mais deux anciens de Harvard à Marseille en 1940-41, point de suspension. Voilà. Donc il aura toujours un engagement assez fort. Et puis, voilà, il va publier aussi un livre sur les psaumes, hein, qui sont ses notes. C'est un gros pavé qui fait 150 pages. Après, enfin bon, il aura une certaine influence. Et j'insiste là-dessus, c'est Jean-Marie a dit, n'est-ce pas, lui-même, Pasternik, L'Île-Five, Christianisme social, Kaltenbach et d'autres. Hein, et après, André Torokmé, comment s'appelle-t-il, Robert Jospin, et puis aussi dans la région de Lyon, je ne sais pas si vous connaissez un député, ancien ministre SFIO après la guerre, André Philippe, hein, qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui a été une grande figure et de la résistance et de la vie politique française sous la 4e République. Voilà. Mais il choisit toujours, si on me permet d'intervenir, les textes de ses prédications. Hein. Il prend un texte biblique qui correspond exactement à la situation. Alors, il ne le dit pas dans son journal, mais on le sait par ailleurs. La dernière prédication qu'il fait avec ses paroissiens de Saint-Quentin, tout le monde va partir 48 heures après. Ils ne savent pas où ils vont partir, tous. Et sa prédication, c'est un texte de l'Ancien Testament sur les ossements desséchés. Voilà. Bon, et il dit, hein, on le sait après par le journal qu'il a créé, qu'ils se retrouveront. Donc il y a en même temps un formidable message d'espoir. Exactement, voilà, c'est ça le paradoxe. Il est étant extrêmement dur, mais lui, c'est difficile personnellement, il est seul. Hein, il a une employée de maison qui s'occupe de l'intendance, mais il souffre de sa solitude, il en parle. Il a même des moments où il parle de ses problèmes de santé. C'est pas un homme d'une très très grosse santé. Il en parle discrètement, mais il en parle quand même. Il parle de ses maux de tête, de certains moments où il n'a pas pu préparer la prédication de dimanche, mais finalement il y arrive, et évidemment, il interprète ça. J'ai été aidé par le Saint-Esprit. Enfin, vous voyez, tout un discours qui est un discours
on le prend comme on veut, mais c'est le discours de sa vérité pendant ces moments-là. Et c'est ça qui fait, si vous voulez, l'intérêt du journal. Il y a l'intérêt strictement historique, le patriote d'origine allemande, suspecté peut-être d'accointance avec l'ennemi, c'est totalement faux. Et puis il y a le journal spirituel. Hein. On a assez peu de documents comme ça. Il y a quelques prêtres qui ont écrit. Il y en a un, je crois, ici à Notre-Dame de Liesse, hein, il me semble. Hein, qui voilà. Qui est publié d'ailleurs dans notre volume. Voilà, hein, qui est dans le volume là. Et donc c'est le seul document, si vous voulez. Alors, oui, juste pour terminer, il faut savoir que donc le maire de Saint-Quentin s'appelait Müller en 14, alsacien. Les Allemands fusillaient les Alsaciens qui avaient des fonctions officielles, parce qu'on ne peut pas être alsacien donc allemand, donc maire de Saint-Quentin. Donc le maire Müller s'en va. Le numéro 2, Gibert, va être un homme assez extraordinaire. Un protestant, je précise, et après la guerre, on lui a proposé de rester maire, et il a été tellement épuisé par ces conflits avec l'allemand qu'il a renoncé. Et il y avait le trésorier de la ville de Saint-Quentin était un paroissien de Trocmé, et donc par lui, il avait des informations extrêmement précises hein, sur ce qui se passait dans les deux commandantours, je ne rentre pas dans les détails, et à la mairie, où la mairie était bien sûr soumise à l'occupant allemand. Et donc, l'un des intérêts pour moi du journal, c'est qu'il va partout. Il va dans les hôpitaux militaires, il va dans les courées, hein, il n'y en a pas beaucoup à Saint-Quentin, mais il y en a quelques-unes, il a des contacts avec la bourgeoisie catholique. Il y a beaucoup de choses sur le catholicisme, par exemple. Il ne dit pas que la basilique, pendant la guerre, était partagée entre protestants, selon les régiments de zones protestantes ou de zones catholiques de l'Allemagne, et à certains moments, les protestants, les aumôniers protestants font tendre un grand rideau dans la basilique qui masque le maître-autel hein, qui est derrière. Et alors, on a à la Société académique de Saint-Quentin, il y a le journal, enfin bon, de quelqu'un, peu importe qui, et nos saints mystères sont bafoués par les Allemands et les protestants. Enfin, vous voyez, on n'est pas encore dans l'œcuménisme, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, la basilique a servi au culte protestant à certaines heures et à d'autres moments au culte catholique pour les occupants. Hein, alors ça, il n'en parle pas dans son journal, il parle seulement du temple qui le concernait. Il y a des choses amusantes. Un jour, il y a les obsèques d'un soldat allemand, d'un grand officier. Et le temple n'a pas de tapis rouge. Pas très protestant, le tapis rouge. Hein. Mais bon, alors qu'est-ce qu'on fait, comme c'est un colonel en général, je ne sais plus, les Allemands réquisitionnent celui de la basilique. Bon, mais celui de la basilique, il est un peu plus grand que celui du temple. Alors le tapis rouge va jusque dans la rue, vous voyez. Enfin bon, il y a des moments comme ça où on sourit. Bon, c'est pas la franche rigolade, c'est sûr, mais et lui-même s'en amuse beaucoup. Quoi. Oui. Mon père, né en 1901, oui. Saint-Quentinois, a été raflé parce qu'il est sorti après le couvre-feu. Je pense que c'est qu'il avait 15 ans ou 16 ans. Et il avait faim, donc il est sorti après le couvre-feu. Il a été ramassé par les Allemands et envoyé comme prisonnier civil à Gemont. Je ne sais pas combien il est resté de temps là, mais plusieurs mois. Et là, il a, comme vous disiez tout à l'heure par quelqu'un de votre famille, appris un peu d'allemand qui lui a servi après quand il a été prisonnier à la guerre suivante. Oui, et l'expression du pasteur Kaltenbach, c'est les jeunes gens volés. Volés. La question qui me gêne un peu, c'est il était critique vis-à-vis de laïcité. Non, attention. Étonné parce que oui, non. La laïcité protestantisme, c'est quand même quelque chose qui a été vécu. Non, mais j'ai peut-être pas été par oui. la population protestante. Non, mais les écoles protestantes ont été vite abandonnées au bénéfice des écoles. Tout à fait. En 1880. Ça n'a pas été le cas parmi les. Non, mais j'ai pas été clair peut-être. En 1885, les protestants donnent 3000 écoles primaires à la République. À l'époque de Jules Ferry. À l'époque de Jules Ferry. Donc, vous voyez, c'est avant 1905. En 1905,
le ministre qui présente la loi, c'est Aristide Briand. Son secrétaire, c'est M. Raoul Allier, professeur de la faculté de théologie protestante de Paris. Aujourd'hui, on a donné il y a un an le nom de Raoul Allier à la bibliothèque de la faculté de théologie protestante de Paris. Les protestants étaient... La loi Briand, la loi de 1905, est une loi de compromis, c'est-à-dire entre Combes et les extrémistes de la laïcité, et voilà, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, et les protestants y étaient favorables avec des restrictions, parce qu'ils avaient peur de ne pas pouvoir assurer financièrement la vie des communautés. Hein, il y avait quand même... si l'idée laïque était, comment dire, très bien reçue par les protestants, l'idée c'était comment on va faire quand on n'aura plus l'État derrière nous, une question légitime. Alors en fait, c'est lui, Kaltenbach, va toujours respecter la laïcité, mais c'est les Allemands qui vont utiliser l'idée que vous, Français, vous êtes en train de perdre la guerre parce que c'est une punition de Dieu. Mais c'est pas lui qui dit ça, jamais. Non, jamais. Hein, jamais. Non, j'ai dit, c'est que je me suis mal exprimé. Non, lui, le fameux abbé Uppenkamp, avec qui il a des démêlés divers et variés, hein, lui, il est missionné par l'état-major pour rétablir, comme ça va exister sous Pétain. Sous Pétain, on remet les crucifix dans les écoles. Oui, c'est une manipulation, quoi. Voilà, tout à fait. C'est la propagande pour essayer de se faire bien voir auprès de certaines populations. Mais lui ne va jamais fonctionner. On va lui promettre, je crois que j'ai pas le chiffre en tête, on va lui promettre de très belles sommes d'argent hein, pour ouvrir son école. On lui promet de chauffer son temple gratuitement. Vous savez, chauffer le temple en 1900, les hivers de guerre sont souvent des hivers rudes. Enfin, je dirais, les Allemands vont lui faire la cour, entre guillemets. Lui, il ne va fonctionner jamais. Il y a la loi française, même sous occupation allemande. Voilà. Que ça plaise ou non aux Allemands. Oui. Ça, c'est clair. Hein. Non, il n'y a pas de... Donc, excusez-moi si je n'ai pas été clair, mais là-dessus... C'était un peu rapide, peut-être. Oui, j'ai peut-être été rapide. Non, mais il n'y a pas de... Oui. D'autres questions? Et comment le manuscrit est-il parvenu jusqu'à vous? Alors, ce qu'on sait, parce qu'il y a des mystères, ça, il le dit dans le supplément, il a caché très précieusement son manuscrit dans sa cave. Il y a l'adresse, enfin peu importe. Il l'a tellement bien caché qu'il l'a retrouvé après-guerre, parce que là encore, il faut savoir, la population part début mars 17, il ne reste plus un civil français. La ville de Saint-Quentin, en gros, le front, c'est l'actuelle autoroute dite des Anglais à l'ouest de Saint-Quentin. Il y a 4 km à vol d'oiseau. Alors, les artilleurs français vont bien faire leur travail. Premièrement, il ne restera pas grand-chose Saint-Quentin. Deuxièmement, il reste quand même l'hôtel de ville. Et eux, ils ne visent pas la basilique. Enfin, le problème de la basilique, c'est qu'elle a été plus détruite, semble-t-il, par les attaques aériennes que par l'artillerie. Vous avez sans doute visité. Vous avez peut-être vu encore, ils ont laissé un trou dans un des piliers, puisque les Allemands voulaient miner et faire exploser donc la basilique. Et alors, quand il revient en novembre-décembre 18, il retrouve son manuscrit. Donc ça, il le dit. Par contre, le supplément belge, on ne sait pas, il y a des choses qui ont été écrites vraisemblablement vers 1920, mais il a dû laisser, parce que quand il quitte la Belgique, il a beaucoup de mal à emmener sa Bible. Beaucoup de mal. Lui, pasteur, mais c'est pas pourquoi. Parce que vous connaissez, avec des têtes d'épingle sur les pages, vous pouvez piquer des lettres et ça devient un message d'espionnage. Hein. Normalement, tous les textes, tous les écrits étaient interdits. Quand on était rapatrié, on avait le droit à un peu de linge et une somme minimale d'argent. Voilà. Et donc lui, il va réussir à décrocher l'autorisation d'emmener sa Belgique. Donc, pour faire répondre à votre question, l'essentiel du journal dans sa cave, hein, et le supplément, il a dû écrire en Belgique, et il y a des choses qui ont été réécrites. Mais, comment dire, les différents états du journal qu'on a, les deux états, montrent une très grande fidélité. Il n'y a pas eu de réécriture entre 1960 et 2003, par exemple, au moment de la saisie informatique du texte. C'est quelqu'un d'une très grande honnêteté. Et c'est ce qui fait aussi l'intérêt du journal, même s'il est des années après. Et lui ne voulait pas, hein, on m'a dit encore, dans les années 60, il en a tiré, je crois que c'est une trentaine d'exemplaires, que c'est lui qui les distribuait, et il ne voulait pas que ce soit publié. C'était plus un témoignage. Bon, en 60, il sait qu'il est en fin de vie, enfin, il va mourir 8 ans plus tard, mais il voulait plus donner ça comme un témoignage familial, si vous voulez. Voilà. Et la famille a accepté, hein, bien sûr, de nous autoriser, publier tout ça.
J'ai été un peu missionnée pour venir ici par Oui. un protestant des Cévennes. Oui. Il y aurait une possibilité aussi de correspondre avec lui si comment c'est vous avez évoqué les Cévennes, vous avez évoqué les Juifs, Oui. etc. Et il y a toute une Bah, c'est deux choses différentes, si vous voulez. Alors, on ne va pas parler des rapports entre juifs et protestants parce que c'est très différent. Je parle de la Seconde Guerre. Oui, durant la Seconde Guerre mondiale. Toute cette famille-là était sensibilisée. Ah ben, les familles Kaltenbach et puis Durlemann, enfin, ce sont des familles, comment dire, qui ont toujours été sensibles à toute la détresse, et d'autres, hein, Trocmé, enfin bon, on pourrait... Pardon, en fait, cette relation-là avec notre zone occupée, Oui. ça démarre durant la Première Guerre, parce qu'il y a eu un protestant qui a été fusillé, qui avait été caché par la population d'un village de chez nous. Donc aujourd'hui, vous voyez les relations qui se sont établies. Alors, si vous voulez, comment dire, pas très loin d'ici, à Châlons-sur-Marne, non, en Champagne, on dit maintenant, dans la même rue, pratiquement en face, vous avez la synagogue et le temple. Les deux ayant été construits dans les années 1875-1885 par des communautés qui venaient d'Alsace. Et en Alsace, la communauté juive était importante, communauté protestante aussi. Certains protestants ont choisi, en général plutôt les calvinistes, mais aussi quelques luthériens, de rester français. Et dès cette époque-là, hein, dans les années 1880, si vous voulez, il y avait des échanges. Alors ça dépend des lieux, hein, bien sûr, mais comment dire, on ne peut pas dire que l'antisémitisme, je dis bien en France, soit une spécialité protestante. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Hein. Donc, des histoires d'enfants cachés, il n'y en a pas que chez les protestants, hein, loin de là. Je crois qu'il ne faut pas non plus... mais il n'y a pas que le Chambon. Comment dire, Beau Soleil, c'est ça? À côté de derrière Montélimar, là. Dieu le fit. Oui, et derrière Dieu le fit, c'est Beau Soleil, hein, ça s'appelle. Dieu le fit, oui. Oui, c'est Dieu le fit. Je crois que c'est quelque chose comme ça. C'était deux demoiselles qui avaient un lycée, et un lycée plutôt protestant, et elles ont elles-mêmes caché un certain nombre d'enfants juifs. Hein. Bon, c'est une école moins connue, je crois que c'est Beau. Enfin, je ne sais plus. Bon. Mais vous avez aussi, comment dire, des prêtres, hein. Enfin bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, ou des rien du tout, hein. Il n'y a pas besoin d'être croyant pour être solidaire des gens qui sont dans la misère et dans l'épreuve. Il y a des Allemands protestants qui venaient des Cévennes quand le protestantisme a été chassé, quand ils ont été chassés de la France, et qui, avec le nazisme, ils sont revenus dans leur... Dans le journal Kaltenbach, pour revenir au texte, à un moment, je crois que c'est le deuxième commandant de place allemand, il s'appelle von Arnaud, A-R-N-A-U-D. Kaltenbach se dit, chouette, ça doit être un descendant de Huguenot, ça doit être un type bien, etc. Première décision du type, il rouvre les maisons closes à Saint-Quentin. Alors là, évidemment, pour Kaltenbach, l'illusion a été grande. C'est des anecdotes comme ça qui voilà. Mais il y a des choses assez particulières. Moi, j'ai travaillé, c'est pas en rapport directement avec Kaltenbach, j'ai travaillé il y a 25 ans sur les étudiants et les professeurs des facultés de théologie protestantes pendant la Deuxième Guerre. Je m'étais posé la question de savoir comment, quand on va être pasteur, comment est-ce qu'on étudie les textes bibliques de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, alors qu'on est confronté au problème de savoir si, en fonction de sa conscience, on obéit ou on n'obéit pas à la loi, hein, comment on réagit. Et ce qui m'avait interpellé, c'était la parole d'un... Quand j'ai commencé mon enquête, il y avait quelqu'un qui avait à ce moment-là 70 ou 75 ans, il m'a dit, je faisais mes études de théologie, et tous les jours, en passant pour les boulevards Arago, je passais devant la prison de la Santé. Ah oui, c'est juste à côté. Juste à côté. Et j'entendais des hommes qui chantaient la Marseillaise ou qui chantaient l'Internationale, et aussitôt après, on entendait une salve. Et m'a dit, je crois que je n'oublierai jamais,
on lit les textes de la Bible autrement. Deuxième chose, c'est aussi complètement différent. En Allemagne, la plupart des autorités protestantes ont été d'accord avec Hitler. L'Église allemande protestante a été largement, sauf ce qu'on appelle l'Église confessante, qui a pris position contre, à ce moment-là, avec Karl Barth, etc. Bon, et pendant la guerre, je crois que c'est en fin 42, début 43, au moment où on met en place le STO, il y a un officier allemand qui vient voir le pasteur Böckner, donc qui préside la Fédération protestante de France, et qui lui dit, mais vous avez un moyen, donc c'est un officier allemand, qui dit au président de la Fédération protestante, parce que c'est sa conscience de chrétien qui parle, vous avez une possibilité que vos étudiants en théologie échappent au STO. Vous les envoyez en paroisse. Puisque chez nous, les étudiants en théologie, quand ils sont envoyés en paroisse, ne vont pas directement au service militaire. Et qu'est-ce que le pasteur Böckner a fait? Il a envoyé un certain nombre d'étudiants du boulevard Arago, dans le Nord. Et il y avait des paroisses qui n'avaient pas vu un pasteur depuis 15 ans, 20 ans, qui se retrouvent d'un seul coup avec un étudiant en théologie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certains rapports qui existent par-delà les frontières, c'est clair. Les hommes sont confrontés à leur conscience. Oui, pour revenir juste sur une des questions, il faut bien comprendre que dès 33-34, un certain nombre de protestants français, il y a beaucoup, les Jospin par exemple, dont j'ai parlé, il y a une tante de Lionel Jospin qui était allemande. Et ce n'est pas une famille de bourgeois comme les Trocmé, etc. On sous-estime souvent les échanges franco-allemands au XIXe siècle. Le père Gustave, je ne l'ai pas dit, Jean-Marie l'a dit, arrive en 1848 en France, il a 19 ans, chez un cousin qui est commerçant. Alors, il faut bien comprendre, l'Allemagne n'existe pas avant 1870, au sens politique. Ce sont des royaumes, des États. Le pays de Bade, c'est de l'autre côté du Rhin, on est souvent francophone, voire francophile. Et c'est la guerre de 70 et celle de 14 qui ont vraiment coupé énormément de relations, non seulement familiales, mais des relations économiques, des relations culturelles, et qu'on est en train de retrouver. C'est un peu la même chose en Italie d'ailleurs, avec de part et d'autre des Alpes. Et dans le protestantisme français, dès 33-34, il y a quand même pas mal de voix qui disent « attention, danger sur ce qui se passe de l'autre côté ». Par exemple, en 1938, le pasteur de Rouen, au moment des accords de Munich, prêche en utilisant un texte biblique, paix. Ils disent paix, paix, et ils auront la guerre. Voyez, parce que lui, il était persuadé, comme d'autres, mais peut-être plus que d'autres, parce qu'il y a une diffusion des contacts, que Munich, c'est que partie remise, si vous voulez. Et donc, la question des Juifs, par exemple, dès 34-35, dans des revues protestantes, même si à l'époque la persécution juive en Allemagne est encore légère, il y a beaucoup de feux orange voire rouge qui s'allument, parce qu'il y a énormément d'échanges, je dirais à la fois familiaux, théologiques. Bon, pour revenir à la guerre de 14, les théologiens français au mois de juillet, des professeurs de l'université de théologie, écrivent à leurs confrères allemands pour leur demander d'essayer d'intervenir pour enrayer la machine infernale qui va de Sarajevo à la déclaration de guerre. Et on a la réponse des théologiens officiels, entre guillemets, qui est ultranationaliste et pangermaniste au dernier degré. Et donc, il y a eu là vraiment une grande coupure, et qui va être recousue un petit peu dans les années 25-30 jusqu'en 38, et puis qui après va être recousu après la Seconde Guerre mondiale. Juste pour vous donner un exemple, en 1945, on manque d'aumôniers militaires protestants parlant allemand. Un certain Georges Casalis, qui est un peu connu dans le protestantisme dans les années 60, 70, 80, théologie de la libération, pour aller vite, n'est-ce pas? Et on voyait comme il est pasteur dans les Deux-Sèvres à Montcoutan, un petit village perdu, et il est envoyé à Berlin, et donc il va être le premier aumônier des criminels de guerre du procès de Nuremberg. Enfin bon, il y a toute une histoire, et surtout il va découvrir le drame des églises allemandes, ceux qui ont résisté, ceux qui n'ont pas vraiment résisté,
et il va essayer d'entreprendre des rapprochements à la fois culturels et théologiques. Dès 1945, les églises protestantes allemandes, ça peut paraître facile aujourd'hui, mais en 1945 ça l'était moins, font repentance. Le mot à l'époque n'était pas à la mode, hein, et ce qui les éloigne de toute une partie de la population. Merci beaucoup. Très bien, merci d'être à toi. Et bonne soirée.